nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. We've already lost the war. И всех врагов. Karine Dechegolovko, bonjour. Bonjour. Alors heureux d'être à nouveau là avec toi à Moscou. Le climat est bon, il fait beau. Ouais, on en profite ces derniers jours là. Tout à fait, tout va bien. Je vais rentrer bronzé au Maroc, ce qui sera une première. Alors la première question que l'on va aborder, c'est la probable autorisation qui va être octroyée par les pays occidentaux à l'Ukraine pour pouvoir utiliser les armes livrées en profondeur sur le territoire russe, c'est-à-dire qu'ils pourront frapper Moscou, le Kremlin, n'importe quelle base aérienne. Et du point de vue de la Russie, c'est vu comme une énième ligne rouge. On en a eu tellement qui ont été violées, franchies, que j'arrive plus à les compter. Alors qu'est-ce que tu en penses? Bon, la question des lignes rouges, on en reparle après. On va dire les lignes décolorées, peut-être que ça s'y sera rouge. Ce serait bien qu'elle soit rouge avant que ça arrive à Moscou quand même. Donc, sinon, en ce qui concerne effectivement la question des livrons d'armes, et pas que livraison d'armes, mais pour frapper en profondeur. Tout d'abord, précisons que le territoire russe du point de vue de la constitution russe, est déjà frappé, déjà avec des armes étrangères, et cela est parfaitement reconnu, notamment par les pays de l'OTAN. Donc, si l'on est purement formaliste, on dira que finalement, globalement, cela ne change rien. Cela change politiquement, en fait, puisque c'est une aggravation, encore une escalade dans le conflit, et la Russie le comprend d'ailleurs de cette manière. C'est un peu comme la grenouille qu'on fait bouillir. Jusqu'à présent, la Russie, on va dire, s'est habituée à la température de l'eau. L'eau est tiède. Voilà, l'eau est tiède. Pour l'instant, elle gigote encore à l'intérieur de la casserole. Donc, elle réagit de manière modérée. Pourquoi? Parce que la Russie aussi ne veut pas non plus, derrière, être responsable du déclenchement du Troisième Guerre mondiale à une échelle réellement mondiale, et pour l'instant elle espère encore pouvoir contenir le conflit dans, on va dire, la zone plus ou moins ukrainienne. Les dernières déclarations sont assez inquiétantes, effectivement, du point de vue occidental. On voit toujours les pays baltes dans leur rôle habituel de tirailleurs. Voilà, de tirailleurs, ou aussi de cette petite mouche qui tourne à côté, qui doit énerver, agresser et faire sortir de soi. Bon, les pays baltes pourraient livrer des armes pour l'Ukraine pour tirer en profondeur. Soit, on ne voit pas très bien ce qu'ils peuvent livrer, parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'ils produisent sérieusement. Donc, effectivement, ça peut être un point de dénationalisation des armes fournies par les pays de l'OTAN avant que ça transite vers le front ukrainien. Pas plus. En revanche, il y a quand même des déclarations inquiétantes dans les médias américains, puisque il semblerait que les États-Unis travaillent pour que la Grande-Bretagne et la France soient d'accord pour que les missiles que nous fournissons soient utilisés en profondeur en Russie, mais ça ne concernerait pas les armes américaines. Et là, effectivement, on en arrive à la réaction de la Russie. Nous avons vu dans la foulée et le président russe Vladimir Poutine et le porte-parole du Kremlin déclarer que dans ce cas-là, ce serait une ligne rouge, dans le sens où cela correspondrait à une déclaration de guerre de ces pays contre la Russie. Ça fait devient belligérant et directement impliqué. Tout à fait. Quoique je ne vois pas personnellement la nuance entre avant, quand le périmètre était de 300 km, et maintenant aussi en profondeur. On est belligérant, on ne l'est pas. Oui, et on est deux d'ailleurs, soit Moscou considère que ces nouveaux territoires sont russes, et donc dans ce cas-là, il y a une agression. La Crimée, pareil. Soit ils considèrent que c'est à peu près russe, mais ça se discute, mais dans ce cas-là, c'est le discours occidental et ils se battent pour quoi. Donc effectivement, là, il y a un véritable problème. Mais à mon avis, c'est plus
une question politique d'essayer de vouloir maîtriser la zone de conflit, parce que la Crimée est russe pour les Russes et ça ne se discute pas. Et vu comme les gens se battent pour que ces nouveaux territoires réellement soient russes aussi et libérés, je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement un problème là-dessus. À mon avis, c'est plus pour essayer de maîtriser et d'éviter l'escalade. Mais on va dire que la maîtrise a des limites aussi, et la patience russe aussi a des limites. Nous avons eu déclaration du vice-ministre des Affaires étrangères Ryabkov à l'agence d'information nationale, qui est l'une des premières en Russie, l'agence TASS, qui déclarait, et cela a été publié aujourd'hui dans les grandes lignes, que la Russie sait pertinemment que la décision de fournir des armes de longue portée et des frappes à l'intérieur en Russie est déjà prise par les pays de l'OTAN, et que deuxièmement, ce qui sont au milieu de différentes déclarations, c'est à mon avis les deux les plus importantes, et deuxièmement que si jusqu'à présent la Russie a fait de la dissuasion verbale qui manifestement n'a pas fonctionné, puisque comme on a dit, toutes les lignes rouges ont été reculées, donc la Russie va devoir passer à un autre type de dissuasion. Et ils ont mis en garde les élites agressives occidentales, puisque le combat qui est mené en Ukraine, plus en Ukraine que par l'Ukraine, puisque que reste-t-il de l'armée ukrainienne actuellement? Je ne parle même pas que des hommes, mais au niveau des puissances de feu, tout est fourni par les pays de l'OTAN. Donc l'Ukraine, malheureusement, est devenue un front. Ce n'est plus un pays. Il y a un risque, s'il continue cette politique, et si réellement il conduit cette politique à terme, dans ce cas-là, de provoquer, cette ouverture de la Troisième Guerre mondiale, puisque le responsable d'une guerre n'est pas celui qui répond, c'est celui qui provoque. Alors j'ai une question toujours concernant ces thématiques-là, par rapport aux lignes rouges qui sont à chaque fois déplacées. Alors peut-on l'expliquer par les limites de la doctrine militaire, notamment nucléaire russe, qui ne prévoit un usage de l'arme nucléaire qu'en dernier recours, c'est-à-dire que si l'existence même de l'État russe est menacée. Et connaissant l'asymétrie entre les moyens de l'OTAN et ceux de la Russie, réagir à la ligne rouge en entrant directement dans un conflit contre les pays de l'OTAN, pour en arriver à l'arme nucléaire, la Russie va subir beaucoup de dégâts militaires avant d'en arriver là. Et qu'ils ne veulent pas d'une confrontation conventionnelle avec l'OTAN. Poutine l'avait déjà dit, nous n'avons pas les moyens de l'OTAN. L'OTAN a infiniment plus de moyens que nous. Logique. Donc ça ne va pas être directement une troisième guerre mondiale nucléaire comme on l'imagine. Ça va tout d'abord être une troisième guerre mondiale conventionnelle. La Russie globalement pourrait grandement perdre avant d'atteindre l'arme nucléaire. Ou peut-être que le Kremlin n'est pas prêt à entrer dans cela. D'où peut-être la timidité des réactions à chaque fois qui demeurent verbales. Non, effectivement, la question se pose, mais elle se pose à plusieurs niveaux, je dirais. Tout d'abord, il y a quelque chose quand même qui me dérange énormément dans le discours médiatique actuel, surtout occidental, c'est la facilité avec laquelle on envisage une réponse nucléaire. Ça me semble extrêmement malsain. N'oublions pas que des guerres peuvent être extrêmement dangereuses, donc si on en arrive effectivement à une guerre conventionnelle mondiale, l'Europe avait été littéralement détruite avec une guerre non nucléaire. Ce serait bien quand même que les habitants d'Europe, qui se sentent pour l'instant rassurés tant qu'il n'y a pas d'usage à l'arme nucléaire, reviennent un petit peu les pieds sur terre et relisent un petit peu quelques livres d'histoire, peut-être les livres plus anciens avant qu'ils n'aient été réécrits. Pas de 50 millions de morts sans recours à l'arme nucléaire, ni chimique d'ailleurs. Ça n'a pas été utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons effectivement ici un danger réel, déjà en dehors de la question nucléaire. Deuxième chose, en ce qui concerne, comme tu l'as relevé à très juste titre, la disproportion des forces en jeu. Si l'on parle en chiffres bruts, il y a effectivement une disproportion entre la capacité théorique en hommes et en armes côté européen et la capacité théorique en hommes et en armes côté russe. Je ne suis pas certaine que la proportion reste exactement la même si l'on parle en capacité réelle. Si la Russie, en se sentant réellement agressée, c'est-à-dire que si des chars russes, allemands, français, américains ou autres commencent à rentrer de façon massive en profondeur en Russie, les gens ne vont pas regarder ce qui se passe. Pour l'instant, le Kremlin calme la population pour que les gens, notamment dans toutes ces régions qui sont frontalières, ne partent pas les armes à la main pour mettre dehors tous ceux qui sont rentrés chez eux. Il y a réellement une politique de calme pour éviter justement que socialement la situation n'explose.
le Kremlin n'aura strictement aucune raison de retenir la population s'il y a une véritable agression militaire massive conduite par les pays de l'OTAN contre la Russie. Maintenant, portons la question du côté des pays de l'OTAN. Juste sur la disproportion. Voyons la question du côté des pays européens. On va lever combien d'hommes pour aller se battre en Russie? Et là, on est dans toute la différence entre la question théorique et réelle. Et même les hommes qu'on va se lever, est-ce qu'ils vont se battre autant pour aller défendre on ne sait pas quoi et finalement agresser la Russie, si on compare à la manière dont les Russes vont se battre pour défendre leurs terres? À mon avis, les gens ne se battent pas tout à fait de la même façon. Et le résultat n'est pas tout à fait le même. Il peut y avoir effectivement beaucoup de dégâts en Russie. Mais il y a des chances que le système de protection aérienne, qui est quand même assez efficace en Russie, protège un peu mieux la Russie que les pays européens ne soient protégés par le système américain. Parce qu'on voit pour l'instant, en tout cas en Ukraine, je ne vais pas dire, mais il n'est pas particulièrement efficace. Le problème en Ukraine, c'est que ça marche plutôt mal dans les deux sens. C'est-à-dire, et la PVO, la DCA russe n'est pas tout à fait optimale, puisqu'on arrive quand même à avoir des drones et des missiles ukrainiens qui touchent des cibles à l'intérieur du territoire russe. Du côté ukrainien, pareil, les Patriotes qui étaient tant vantés, bon, c'est relativement efficace. Il ne faut pas non plus... disons qu'il y a quand même on va dire qu'il y a quand même une efficacité pour l'instant. Même l'Ukraine dit qu'ils sont quand même effectivement mal protégés. Oui. Quand on voit la manière dont les cibles sont détruites en Ukraine par rapport à la manière dont les cibles ont du mal à être détruites en Russie, on peut dire quand même que le système russe fonctionne pas mal. Pas mal, avec une marge d'erreur bien entendu. Évidemment, toujours. Non, mais moi ce qui me dérange, c'est que toute cette guerre-là, avec toutes les asymétries que tu as évoquées à juste titre, va se dérouler sur le territoire russe. Et donc c'est un peu comme la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la Russie est sortie gagnante, mais avec combien de dégâts, combien de millions de morts? Les Américains n'ont pas été touchés par la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont envoyé des troupes à la fin. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour éviter ça? Il y a des moments c'est-à-dire de revoir la doctrine nucléaire, de la revoir. Pour attaquer nucléairement, détruire nucléairement l'Europe? Non, mais si on veut réellement avoir une ligne rouge, elle doit être constitutionnelle, et il faut voir la doctrine militaire de telle manière à ce que dès que le premier soldat de l'OTAN mettra son pied sur le territoire russe, la Russie pourra juger utile, si elle juge utile, d'utiliser l'arme nucléaire. Et pas en dernier recours si jamais l'État russe est menacé de disparaître. Là, on laisse une marge à l'ennemi qui est énorme. Non, tout d'abord, je ne suis pas certaine qu'il soit nécessaire de préciser exactement le plan d'action. Et rien ne dit que la Russie ne réagisse pas au moment où elle considère qu'elle est menacée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doit attendre qu'il y ait des armées occidentales au port de Moscou. Déjà, premier point. Deuxième point, je trouve plutôt sage que la Russie n'ait pas envie de bombarder nucléairement l'Europe et les États-Unis. Et c'est aussi là où on voit toute la différence entre les gouvernements atlantistes et le gouvernement russe. C'est que si eux parlent avec une facilité désopilante de l'utilisation de l'arme nucléaire, la Russie, elle, reste maîtrisée et son discours correspond réellement à sa pensée. Ça n'est pas une position barbare. Et je préfère défendre la position d'un pays qui n'est pas barbare que la position de pays qui sont prêts à tout écraser pour survivre. Il y a ici justement une question civilisationnelle qui me semble fondamentale et on ne peut pas défendre les vertus d'une civilisation si l'on est prêt à écraser et à ramener à la cendre tout ce qui est en dehors de soi. C'est un choix à faire, oui c'est dangereux, oui ça oblige à se battre. La Russie s'est déjà battue, elle en est sortie renforcée, notamment sur la scène internationale. Le problème est que là, nous arrivons à la fin d'une ère idéologique et géopolitique. Est-ce qu'on peut changer d'ère idéologique et géopolitique sans un conflit réel? Je ne sais pas, c'est le défi de notre époque. Voilà, c'est le défi de notre époque. Pour changer les choses. Pour changer réellement les choses. C'est-à-dire pas se retrouver sur d'énièmes négociations de paix qui ne feront que reporter la guerre. Tout à fait. C'est pas évident. Et là, la Russie a justement, si l'on regarde ce conflit dans le Donbass et la façon dont il est développé, la Russie actuellement, aujourd'hui, je trouve, et en tout cas dans les mois qui viennent, est un moment charnière et politique aussi. C'est que jusqu'à présent, elle a ramené le Donbass à la Russie. Elle a rattaché le Donbass à la Russie. Si elle veut gagner cette guerre, il va falloir aussi qu'elle rattache la Russie au Donbass. Alors, dernier élément pour clore ce chapitre-là, penses-tu que si jamais on entre dans un schéma de confrontation plus ou moins direct avec l'OTAN, que la Chine, qui pour l'instant n'est de la Russie que militairement, enfin que économiquement et technologiquement à travers des composants qui après sont utilisés pour produire des armes, mais elle n'aide pas directement en termes d'armes, penses-tu qu'elle entrera dans une nouvelle phase
Alors peut-être pas qu'elle combattra aux côtés de la Russie, mais qu'elle livrera directement des armes, en quantité. Sincèrement, je ne sais pas. La position de la Ça, Chine c'est est que la Chine, c'est qu'on sait extrêmement... Voilà. Donc il y a une certaine constante avec elle. de ce Ouais, côté-là. Je ne sais pas parce que si la Russie réellement rentre en conflit et passe le pas pour entrer en conflit même idéologiquement contre ce monde global, je ne suis pas certaine que ce soit l'intérêt de la Chine de faire effondrer ce monde global. Parce que pour l'instant, la Chine, c'est l'usine à production de la globalisation. Mais n'a pas intérêt non plus à laisser la Russie s'effondrer. Mais voilà, mais elle n'a pas non plus intérêt. Donc en fait, elle a intérêt finalement à un certain conflit larvé entre les deux, ce qui n'est pas du tout de l'intérêt de la Russie non plus. Oui. Jusqu'où la Chine ira-t-elle? On ne sait pas. Après, d'autres questions vont se poser aussi. Jusqu'où iront d'autres pays aussi? Parce que ne sont pas concernés que la Chine, l'Europe et les États-Unis. Va se poser aussi la question, si on réfléchit aussi à toute une partie de l'Asie qui commence à se rapprocher de la Russie, à toute une partie de l'Inde. Mais l'Inde aussi, c'est un peu comme la Chine aussi, de ce côté-là, elle joue sur les différents tableaux. Et l'Afrique aussi. Parce le monde que, arabe, et le monde arabe. Voilà. Donc il y a quand même toutes ces composantes qui font que pour l'instant l'aide, on va dire, est plus diplomatique, elle est plus politique, économique un peu, mais des deux côtés aussi. Et il n'y a pas une véritable entrée. Si il y a un véritable conflit qui se passe, où la question va se poser, est-ce que vous êtes pour votre pays, pour la souveraineté, pour la restauration de votre dignité nationale, ou est-ce que vous êtes pour l'asservissement, est-ce que vous êtes pour cette forme de néocolonialisme globalisé qui est en fait la mondialisation? Dans ce cas-là, chacun va devoir aussi prendre sa part de responsabilité et faire son choix. La neutralité, elle a des limites. Quand on est neutre face à un conflit, c'est-à-dire, a priori, on s'écrase face au plus fort, quel qu'il soit. Après, à chacun à vouloir aussi assumer un peu ses choix. Si on veut être, et si on prétend, comme les pays d'Afrique, et notamment d'Afrique du Nord, prétendent devenir des acteurs sur la scène internationale, être un acteur sur la scène internationale, ça impose d'avoir une vision stratégique et géopolitique propre et de l'assumer. Donc, de faire des choix et d'avoir une constance dans ces choix. Et de contribuer à faire émerger un monde multipolaire où des pays moyens peuvent avoir une marge de Absolument, comme tu dis, un monde multipolaire. Ils attendent quoi? Que la Russie leur offre la souveraineté. Et pourquoi la Russie doit-elle leur offrir une souveraineté? Si les pays d'Afrique et les pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine veulent être souverains, c'est à eux à prendre leur souveraineté, à défendre leur souveraineté. Et pour ça, ils se battront avec la Russie. Pas pour la Russie, mais avec la Russie. Mais dans ce cas-là, eux seront libres à la fin. Sinon, on se mettrait en place une autre forme de domination, ce qui est logique. Tout à fait. En tout cas, il y a de bons signes en Afrique avec les pays du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui collaborent étroitement avec la Russie. Il y a des troupes russes sur le terrain et qui sont en train de chasser littéralement les Français de la région. Enfin, l'État français, les Français en tant que peuple n'y sont pour rien. Alors maintenant, le deuxième volet... L'État français, il n'en reste pas grand-chose en fait, puisque finalement... Enfin, disons de l'oligarchie française. Voilà, on se demande un peu ce qu'ils défendent en Afrique, en tout cas, franchement, pas la France. Parce qu'entre parenthèses, vu comme ils ont détruit la culture française à l'étranger, et notamment en Afrique, alors que l'on aurait pu développer une véritable collaboration entre les pays d'Afrique et la France, puisqu'il y a une proximité culturelle qui s'est développée avec le temps, qui aurait pu être enrichante de part et d'autre, finalement, tout a été détruit. Ouais. Alors l'autre volet, c'est la question de la mobilisation militaire en Russie. Alors les troupes réclament plus de combattants. Et on parle d'un besoin évalué entre 100 000 et 150 000 soldats. Politiquement, le Kremlin ne semble pas être très chaud pour entamer ce type de démarche, vu que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il cherche à maintenir une forme d'équilibre social, qu'il veut mener la guerre tout en faisant ressentir au peuple qu'il n'y a pas de guerre, c'est-à-dire qu'on continue à avoir le même mode consumérisme, etc. Alors, que penses-tu de cela? Là aussi, quelle est l'autre alternative peut-être à la mobilisation forcée? Alors, la mobilisation forcée n'est pas forcément, en tout cas pour l'instant, effectivement la bonne solution, pour la bonne simple raison que la Russie ne se bat pas contre l'Ukraine.
qui elle, oui, a mobilisé, mais elle n'a pas eu le choix. Non, on va aller capturer les gens dans la rue. Voilà, avec une efficacité assez relative d'ailleurs. Ils jettent les armes à la première occasion. Voilà, bon, certains se battent aussi, il ne faut pas non plus exagérer. Non, moi je parle quand de ceux même, qui sont capturés malgré voilà. eux. La Russie se bat en fait contre les pays atlantistes qui se battent contre elle par l'intermédiaire de l'Ukraine. Et eux, il n'y a pas de mobilisation. Donc si la Russie ne veut pas perdre un certain équilibre avec les pays de l'OTAN, pour l'instant, elle n'a pas intérêt à mobiliser tant qu'il n'y a pas réellement ce stade dont on parlait de confrontation massive et directe. D'accord, donc le référentiel pour la Russie, ce n'est pas la mobilisation ou non en Ukraine, mais c'est le monde occidental. Est-ce qu'il mobilise ou pas? Donc elle s'aligne par rapport à ça. Tout à fait, puisque c'est son ennemi réel. D'accord. Il y aurait en tout cas réellement, oui, une alternative. Une armée a besoin de technologie. Ça, aujourd'hui, c'est absolument indéniable. Mais elle a aussi besoin d'une infanterie, elle a besoin d'armes, elle a besoin d'hommes. En ce qui concerne la première partie, c'est la production de l'industrie militaire russe se modernise, se relancer, puisque comme dans les pays occidentaux, à la différence des États-Unis ici, la Russie a désindustrialisé massivement ces 30 dernières années, notamment en ce qui concerne l'industrie militaire. Elle relance, à la différence de l'Europe occidentale, qui a un mal de chien à relancer réellement son industrie militaire, ce qui aussi pose la question des équilibres réels et de l'asymétrie réelle, non potentielle mais réelle. Après, il y a le stock quasi infini hérité de l'Union soviétique. Voilà, il y a le stock de moderniser, ce qu'elle fait en modernisant les chars, etc. Elle a arrêté aussi la production, par exemple, de chars d'exposition qui font très jolis dans tous les salons militaires, voilà, mais absolument inutilisables. Donc, en fait, elle modernise les chars soviétiques qui ont fait leurs preuves et qui font toujours leurs preuves d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier aspect qui est fondamental. Mais, et on a vu aussi ce qui a conduit notamment à ces négociations d'Istanbul, c'est que si en face, ils ne sont pas décidés à négocier politiquement réellement, mais ils veulent se battre, dans ce cas-là, il faut réellement non pas seulement avancer sur le territoire, il faut contrôler le territoire. Et ça demande des hommes. Et ça, la Russie, objectivement, actuellement, n'a pas suffisamment d'hommes, ni pour reprendre Kherson, ni pour avancer vers Kharkov, ce qui permettrait d'ailleurs de protéger le territoire russe des bombardements, puisque une grande partie des bombardements qui se font sur le territoire russe aujourd'hui part de la région de Kharkov, etc. Donc, pour ça, il faut des hommes. Si l'on évite la mobilisation pour garder l'équilibre dont on parlait, il reste une solution qui, elle, est beaucoup plus réaliste, mais qui demande à la Russie actuellement de faire un choix idéologique. Ce qui n'est pas facile non plus, puisque toute une partie quand même des élites russes en poste aujourd'hui sont les mêmes que celles qui sont issues de la chute de l'Union soviétique et qui ont été portées par ces élites globalistes néolibérales. Et cela consiste à revenir sur un certain nombre de réformes néolibérales de l'armée, notamment celle du service militaire. Le service militaire traditionnel en Russie, jusqu'aux années 2010 à peu près, était un service de 2 ans. Les militaires, les appelés, étaient formés la première année et ils étaient réellement formés. Et ensuite, ils pouvaient être envoyés sur des terrains de combat, notamment comme ça avait été le cas lors de la guerre de Géorgie, qui a été quand même réglée. Tout le monde la considère comme une défaite de la Russie, un problème, sauf que la guerre a été réglée en 4-5 jours. La guerre de 2008. Voilà, 2008. Donc voilà, sauf que c'est présenté par l'Occident comme, et dans le discours intérieur russe, comme une catastrophe de l'armée russe. Quelle est la catastrophe? Puisque de toute façon, elle a gagné en quelques jours. Ça fait, les 2 régions ont été sauvées, de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Absolument, et elle respire derrière. Donc, on pourrait revenir à cette conception, mais cela demande une remise en cause idéologique. Ah oui, parce que pendant 2 décennies, on nous a parlé de migrer vers une armée de contractuels totale, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait plus de service militaire. Puisque, soi-disant, il n'y aurait plus de guerre traditionnelle, on voit que les analyses prospectives étaient parfaitement au point. Et pas du tout idéologiquement orientées, absolument pas. Donc là, effectivement, la question se pose. Mais on en revient aussi à l'autre aspect également idéologique, c'est que la Russie a perdu 3 ans. Nous sommes à la 3e année de guerre. La Russie a perdu 3 ans dans le travail avec la société russe. Puisque ces 3 dernières années, pour garder justement cet équilibre à l'intérieur, mais aussi au niveau des élites, le travail de déglobalisation des cerveaux dans la société russe se fait extrêmement lentement.
Il suffit d'allumer la télé et de voir les émissions, les shows, les talk shows, les machins shows qui reproduisent encore le schéma occidental. Shows, tout est pareil. Et même, regardez à côté la façon de vivre des gens. Ils vivent sous tous les cultes occidentaux. Bon, après, on vous dira que c'est Moscou, que ce n'est pas représentatif de toute la Russie. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, Moscou donne l'exemple et donne-le là, toute la Russie. Absolument. Et les grandes tendances, on les retrouve dans les autres régions en Russie. Question de moyens. Plus ou moins, voilà, les gens ont les moyens ou n'ont pas les moyens, mais les grandes tendances sont là. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Je ne dis pas qu'ils font tomber dans l'extrême inverse, qu'il faut rejeter toute la culture occidentale. La question n'est pas là. Ce n'est pas la culture occidentale qu'il faut refuser. C'est la culture globaliste. Ce sont des choses différentes. Parce que la culture qui domine actuellement les sociétés occidentales, ce n'est pas la culture européenne. Les consuméristes américaines. Classique britannique. Ce n'est pas la culture classique américaine, ni allemande, ni française, ni espagnole, ni italienne. C'est un espèce de magma culturel globaliste qui est en train également de tuer ces cultures traditionnelle que l'on connaît, qui a fait à l'époque la force de nos pays. Donc c'est de ça dont la Russie doit justement se libérer, et de tous ces schémas de gouvernance qui ont été posés en place avec les théories néo-managériales notamment, qui sont en train de détruire non seulement la politique mais la science. Tous ces mécanismes qui détruisent l'enseignement dans les processus de Bologne, qui est toujours en vigueur. Toutes ces recommandations, lorsque l'on voit au niveau des questions de santé, au niveau de l'OMS, qui n'ont strictement rien à voir avec la santé publique générale, qui servent des intérêts de l'industrie pharmaceutique, et également les questions de production de médicaments, de couverture de besoins, etc. Et ça n'a rien à voir avec la santé des gens. C'est tous ces mécanismes qu'il faut remettre en cause. Ça ne veut pas dire se couper de l'Occident. Au contraire, ça veut dire rétablir réellement la culture là où elle est, c'est-à-dire au niveau des nations, au niveau des civilisations, et revenir à des forces culturelles réelles. Concernant le management, il y a un excellent livre que je recommande, écrit par un Canadien, un Québécois, je crois Alain Deneau, qui s'appelle « La gouvernance ou le management totalitaire », où il remonte à la période néolibérale de Thatcher et de Reagan, qui ont inventé, enfin exhumé ce terme de gouvernance, qui a remplacé le terme gouvernement. Absolument. Aujourd'hui, le gouvernement est une partie prenante. De la gouvernance. Avec des entreprises, avec des... Oui, de la gouvernance. Alors le dernier volet, il paraît que le FMI tendrait les bras à la Russie et que les sirènes de cette structure atlantiste commencent à retentir à nouveau dans les couloirs de l'État russe. Alors qu'en est-il réellement ? Alors, il en est que normalement, à partir du 17 septembre, donc là, voilà, le FMI va reprendre ses analyses de la situation économique et de la politique économique de la Russie, pour l'instant online, et il a été annoncé dans les médias russes que le FMI prévoit l'envoi d'une mission sur place en Russie pour voir un peu ce qui se passe. Surprenant ? Non. Normal. L'isolement, entre guillemets, de la Russie au niveau des organes internationaux n'a pas fonctionné. Au contraire, même des fois. Au contraire, ça a relancé la vie politique à l'intérieur de la Russie. Ça a relancé une réflexion sur la politique nationale. Donc ça devient dangereux. Parce que ces organes internationaux sont ces mécanismes de soft power qui doivent conduire les pays et les politiques nationales à rentrer dans le rang des dogmes globalistes qui ne doivent pas être remis en cause et en dehors desquels, il est bien connu, il ne peut y avoir de salut. Et d'autant plus dangereux actuellement que non seulement l'économie russe ne s'écroule pas comme cela avait été prévu avec les sanctions, avec le blocus quant au gaz, au pétrole, avec la sortie de SWIFT et avec tout ça, mais en plus l'économie russe se maintient, s'est solidifiée, a diversifié ses voies d'échanges commerciaux, d'approvisionnement, de vente, à développer ses marchés. Et la monnaie tient. La monnaie a chuté, effectivement, oui, il y a eu un choc, ça c'est évident. Mais elle a trouvé un nouvel équilibre. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Il faut retendre la main en espérant pouvoir jouer sur le poids des élites globalistes russes qui sont toujours en place, qui vont officiellement et ouvertement servir de cheval de Troie pour réintroduire le FMI
au milieu de la discussion des priorités budgétaires, de l'élaboration des politiques économiques, industrielles, monétaires, des taux de change, etc., afin de pouvoir faire plonger la Russie, puisque le FMI est quand même le meilleur moyen de tuer une économie nationale. On l'a vu partout. Oui, d'ailleurs, il y a même un ancien agent du NSA, je crois, qui s'appelle John Perkins, qui avait écrit un livre qui s'appelle Economic Hitman, en disant qu'il y avait des agents de la CIA qui étaient placés au sein du FMI pour aller voir des gouvernements africains, pour leur proposer des financements, avec derrière l'idée de les surendetter et d'envoyer des multinationales de l'autre côté récupérer tous les marchés par la suite. Bien sûr. Donc ça, c'est pas étonnant du tout. Mais après, je ne crois pas que uniquement avec une mission du FMI, ils vont rediriger la Russie vers plus d'ouverture et donc moins de souveraineté. Penses-tu qu'il a été décidé à Washington que d'ici quelques mois, finalement, on va lâcher l'Ukraine et signer un traité de paix et réintégrer la Russie dans la globalisation? Alors, Vu que la méthode forte n'a pas marché. On a reformulé la question. Lâcher l'Ukraine. Comment on peut lâcher l'Ukraine si l'Ukraine a un front? Non, c'est-à-dire accepter un deal avec la Russie, elle garde tout ce qu'il y a en deçà du Dniepr, elle leur laisse Kiev et Lvov, et on tourne la page, et on se réconcilie, l'économie globale, bienvenue, etc. Et on est tous des amis, on est tous dans le grand global village. Mais une meilleure manière d'abattre la Russie, je veux dire, de la retirer. Ce serait effectivement le meilleur moyen d'arriver à faire sur le plan politique ce qu'il n'est pas possible de faire sur le plan militaire. Oui. C'est effectivement le danger pour la Russie, surtout que, comme on le voit, la Russie est extrêmement faible au niveau de sa capacité de résistance politique face aux sirènes des organismes internationaux. Donc, si on analyse la proposition du FMI dans ce cadre-là, cela voudrait dire que le FMI est envoyé comme une espèce de test. Tout à fait. Est-ce que la Russie va garder ses distances et le laisser jouer dans sa cour? Il fait ce qu'il veut avec ses grands rapports online, il se connecte à qui il veut, c'est son problème. Mais ça ne rentre pas, il n'y a pas de discours qui est mis en place. Soit la Russie va rentrer dans le discours parce qu'elle sera tellement heureuse de revenir, en tout cas ses élites seront tellement heureuses, enfin de revenir parmi les siens, puisque pour ces élites, les siens, ils sont au FMI, à Washington, à la Banque mondiale, à l'ONU et au Conseil de l'Europe, ils ne sont certainement pas ni dans les universités russes où il y a des cercles de réflexion, ni dans les entreprises réellement russes qui veulent relancer une production nationale, ni au niveau des écrivains ou des producteurs russes qui veulent essayer de produire autre chose que des blockbusters hollywoodiens à la russe et racheter des droits étrangers pour produire la même chose à la russe. Ouais. Ça va être un test pour la Russie. Elle peut effectivement renier 3 années de guerre et penser que, alors qu'elle a été trahie avec les accords de Minsk, alors qu'elle a été trahie avec Istanbul, alors que là, on a entendu quand même, il n'y a pas longtemps encore, il y a quelques jours, le ministre de la Défense dire que, oh mon Dieu, on a encore été trahis. On nous avait dit de ne pas frapper sur les grands sites énergétiques en Ukraine parce que comme ça, personne touchera à Koursk, etc. Et les méchants, ils sont quand même rentrés alors que nous, on a été gentils. Et l'Ukraine, toute seule l'Ukraine, c'est bien connu parce que c'est elle qui décide, avec les instructeurs étrangers, avec les armes étrangères, avec les soldats étrangers, qu'elle allait arriver sur Koursk. Donc, je dirais que si la Russie a réellement envie de se faire avoir, on ne peut pas les empêcher de se faire avoir. Peut-être qu'il faut encore plusieurs arnaques pour qu'elles se réveillent définitivement. Alors, la question à un moment donné qui va se poser, c'est combien de temps la population va accepter que les élites continuent à se faire avoir. Parce qu'à ce niveau-là, soit c'est du masochisme qui devient une politique d'État, soit, je suis désolée, c'est une forme de trahison. Parce qu'on ne peut pas se tromper aussi souvent en disant « ils nous trompent ». Non, ils ne trompent pas. Les élites occidentales ne trompent pas la Russie. Ils font la guerre, ils la font par tous les moyens. La ruse, et c'est clair, et ils le disent partout, qu'ils se battent pour détruire la Russie au minimum comme sujet politique. Là, il y avait un Polonais, alors j'ai oublié qui, quelqu'un d'important, qui avait dit que la Russie était trop grande et que c'est pas normal. C'est qu'il y a trop de richesses concentrées aux mains d'un pays qui voudrait la ramener à une échelle de 40 millions d'habitants, un peu comme la Pologne. Donc réellement, c'est-à-dire ouvertement, on parle d'une Russie qui aurait de manière illégitime trop de territoire. Mais bien sûr, mais ça fait des années que l'on tient ce discours en Occident. On rappellera quand même les différents plans qui ont été élaborés dans les chancelleries occidentales afin de découper la Russie en différentes zones, la guerre de Tchétchénie d'ailleurs, c'était ça. Bien sûr. C'était ça la guerre de Tchétchénie. Et mettre les zones riches sous protection
protectorat entre guillemets international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Occident globaliste veut se réapproprier les richesses de la Russie. Donc je ne veux pas dire que les élites russes ne sont pas prévenues. On ne peut pas dire que les élites russes n'ont pas le choix. Maintenant, il va falloir savoir est-ce qu'elles ont le courage du choix qu'elles vont finir par devoir faire. Et j'ai confiance dans la Russie, dans le sens où la Russie va gagner cette guerre. La question n'est pas tellement pour la Russie, elle peut la gagner avec beaucoup de pertes, comme tu l'as souligné, si effectivement cette mollesse politique continue. Elle peut la gagner aussi sans ces élites-là. Finalement, la question qui se pose actuellement, c'est plus pour les élites que pour la Russie. Est-ce que ces élites ont envie de continuer à être des élites? Ou est-ce que finalement, il va y avoir encore une crise politique intérieure majeure parallèlement à un conflit militaire? Ça va être une catastrophe, mais qui va forcément relever la Russie parce que le peuple russe ne peut pas se laisser dominer. Il ne peut pas se laisser couper parce qu'il est un. Et il est parti justement dans la restauration du monde russe, il est parti dans la recomposition du monde russe. Et les gens l'ont en tête et ça redevient dans l'inconscient populaire. Et contre ça, ce n'est pas quelques élites globalistes en Russie qui vont pouvoir inverser la tendance. Donc le changement se fera ou bien avec les élites ou bien sans ces élites-là. Sans ces élites, ça serait mieux que ça se fasse avec ces élites, que ces élites comprennent qu'elles sont russes, que ces élites comprennent que leur pays c'est la Russie, qu'elles comprennent que personne ne les attend à l'étranger, que si réellement elles veulent rester fortes, elles ont besoin de renforcer la Russie et que c'est maintenant qu'elles doivent faire leur choix. Et que dans ce cas-là, non seulement elles peuvent rester, mais elles peuvent même sortir vainqueurs et devenir des élites victorieuses et rentrer ainsi dans l'histoire. Ça serait quand même une fin beaucoup plus optimiste et pour l'Europe aussi. Tout à fait. Karine Béché-Golovko, merci infiniment et on se donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup et bon retour et à bientôt, j'espère à Moscou.